Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première soirée d'information sur l'autisme. Et donc nous vous remercions d'être venus aussi nombreux. Nous remercions mesdames Françoise Després et Sandy Resmond, qui sont respectivement suppléantes et collaboratrices parlementaires de Hervé Berville, notre député. Madame Marie-Madeleine Michel s'excuse, elle n'a pas pu venir, elle est vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap. Madame Balé Mesrahi est adjointe à la mairie et vice-présidente de l'éducation au département, donc elle est là ce soir. Elle représente aussi la mairie de Dinan. Nous remercions aussi donc, tous les élus de Dinan et son agglomération, les professionnels, les personnels de l'éducation nationale, les AVS, les aidants, les familles, les amis, vous tous qui êtes là ce soir, et Tristan Yvon donc, pour son intervention, et Sophie Robert pour son film. Donc cette soirée est organisée par l'association Autisme Ouvrons la Bulle. C'est une association dinanaise. Donc elle est organisée avec le soutien de Adotistes, dont nous avons rencontré le président Tristan Yvon lors du salon de l'autisme en avril dernier. Et donc de Sophie Robert qui nous permet de diffuser son film en public et sans droit. Le but de notre association, c'est d'aider et de soutenir les personnes, les publics confrontés à l'autisme en leur apportant de l'information et des temps et des espaces d'échange et de rencontres. Donc nos actions, nous avons récemment, donc le 8 avril, tout de suite en rentrant du salon de l'autisme, organisé une marche de sensibilisation à l'autisme à Dinan. Donc il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie, on était quand même 120. Donc c'était un beau succès. Donc ce soir, nous vous proposons cette première soirée d'information sur qu'est-ce qu'est l'autisme. Et à la fin de l'année, on recevra Joseph Chovanec à Dinan. Donc si vous êtes venus ici ce soir, peut-être est-ce parce que vous ne connaissez rien à l'autisme et vous voulez découvrir ce que c'est, avoir des informations, ou alors vous êtes en contact avec des personnes autistes, vous souhaitez les aider, mieux les comprendre, mieux communiquer avec elles. Donc notre but, c'est de vous apporter, par l'intervention de Tristan, par la diffusion du film de Sophie Robert et par nos échanges, des informations pour mieux comprendre cette spécificité et aider les personnes neurotypiques et les personnes autistes à mieux vivre ensemble en harmonie, que ce soit en famille, à l'école, au travail, en société. Donc la soirée va se dérouler en 2 temps. La première partie va être animée par Tristan, qui va donc nous présenter l'association Adotistes, ses actions, et faire un petit point sur les avancées du 4e plan autisme. Ensuite, on échangera. Donc là, ça devrait durer une bonne heure, cette première partie. On fera une pause d'une 15-20 minutes. Et en deuxième partie, on diffusera le film de Sophie Robert. Donc ce film, c'est une discussion entre spécialistes de l'autisme. Et à l'issue de ce film, de nouveau, nous pourrons échanger avec Tristan, enfin toutes les personnes qui sont là. Débat ouvert. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Tristan et je vous souhaite une belle et riche soirée. Merci beaucoup Sylvaine, merci à tous d'être là. Alors moi je vais me présenter rapidement, bon, certains me connaissent peut-être de réputation ou de loin, parce que même si je suis d'origine bretonne, je n'habite pas vraiment le coin. Donc moi je m'appelle Tristan Yvon, donc cueilleur de beaux, je suis technicien paysagiste, donc, un super métier qui me plaît beaucoup. J'exerce actuellement dans une école Montessori, donc au contact d'enfants. Je suis technicien de l'école et puis j'anime également des ateliers avec les enfants. Je suis un très très méchant prof. Ça se passe d'ailleurs très très bien. C'est assez nouveau parce que bon, on parlera de plein de choses durant cette soirée. Mais on pourra parler à la fin, si vous le souhaitez, du parcours de l'emploi des personnes autistes, dans lequel il y a énormément de choses à dire. Moi, je suis ce qu'on appelle un autiste Asperger. J'ai un diagnostic d'autiste de haut niveau. J'ai été diagnostiqué en 2005, alors que j'avais 9 ans, et que j'en ai 21 aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années que je sais que je suis autiste. Moi, j'ai de la chance, hein. Je suis ce qu'on appelle un privilégié, un haut niveau, puisque bon, j'ai des difficultés, mais qui ne constituent pas un réel handicap.
Je suis également grand frère de 2 adolescents qui sont jumeaux, qui vont sur leurs 17 ans maintenant, qui eux sont autistes dits caneurs, sévères, lourds, selon l'adjectif que vous préférez. Pour ma sœur qui s'appelle Maïwen, a une déficience intellectuelle quand même modérée, voire assez importante, et son jumeau Erwan a une déficience intellectuelle légère. Dans notre famille est Yvon, comme vous pouvez le voir, c'est du pur beurre. On est originaire de Bretagne nous aussi, mais on est à la concurrence parce qu'on est plus du Morbihan. Donc ne nous tuez pas s'il vous plaît, tout va bien. Donc moi je suis président d'une petite association qu'on a appelée Adotiste. Bon, voici notre superbe logo. Donc Adotiste est une association loi 1901 qu'on a créée en 2014 déjà pour faire de la sensibilisation à l'autisme. Alors, au niveau sensoriel, je crois que des enceintes pareilles, on aurait vu mieux, mais bon, on pourra le citer comme mauvais exemple un peu plus tard. Donc voilà tout plein d'actions, un joli trombinoscope sur lequel on me voit beaucoup trop, donc je précise, c'est eux qui sont petits, c'est en aucun cas moi qui suis grand. Ça c'est un petit peu, je sais pas, ça fait la grande asperge, j'ai vraiment de ça. Donc bon, nous on fait de la sensibilisation. À l'origine on a créé Adotiste pour répondre à une demande d'enseignants qui trouvaient que dans leur collège, dans l'établissement dans lequel ils travaillaient, subsistait énormément de comportements dégradants pour des personnes autistes, beaucoup de moqueries, de harcèlement, tout le quotidien vraiment pas joyeux que moi j'ai pu vivre durant une grande partie de ma scolarité. Et donc Marjorie, c'est elle, qui vous passe son bonjour d'ailleurs, elle est auxiliaire de vie scolaire dans un collège au Midi-Saint-Denis à côté de chez moi. Il m'a demandé à l'époque d'intervenir devant sa classe. Donc j'ai rencontré 70 jeunes à l'époque, j'ai séché la philo pour ça, quand j'étais en terminale. Et ça a tellement plu qu'on a monté une asso depuis. Donc depuis 2014, à titre personnel, j'ai rencontré plusieurs milliers de jeunes dans leur classe, dans leur collège, dans leur lycée, dans leurs universités. On sensibilise aussi des entreprises pour expliquer, vulgariser et dédramatiser l'autisme, histoire de pacifier les relations avec tout le monde, et qu'à la fin, ça se passe mieux dans un intérêt réciproque et collectif. Donc voilà, et puis depuis quelques mois, on commence à être un peu reconnu au niveau national, puisqu'on a été sollicité pour l'élaboration du plan Autisme 4. Donc j'ai eu le plaisir, alors c'est pratique quand on n'est pas parisien, on est juste à côté, de participer à une dizaine de réunions au ministère. Et je suis aussi représentant d'usagers très régulièrement pour de nombreuses commissions, pour des élaborations de projets où on veut monter des structures plus ou moins bien, n'est-ce pas? Et on me demande mon avis. Donc j'ai parfois le plaisir de me taper des réunions de 6 heures, 8 heures ou 5 heures d'affilée. Et il faut une semaine pour m'en remettre à chaque fois. Mais j'essaye à chaque fois de défendre la cause des personnes autistes le mieux possible. Je vais commencer par remercier aussi Autisme Ouvrons la Bulle, puisque c'est la première fois, ça fait maintenant presque 5 ans qu'on existe, et c'est la première fois qu'Adotiste est sollicité pour une présentation en province. Donc c'est une exclusivité Autisme Ouvrons la Bulle. Beaucoup l'ont envisagé, Sylvaine l'a fait. Donc voilà, c'est pour moi un très grand plaisir d'avoir l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer d'autres personnes dans une autre région, de pouvoir échanger avec vous sur les problématiques qui existent chez vous, qui sont sans aucun doute différentes de celles qu'on connaît chez moi, ou pas, on verra, sur tous les enjeux, sur tous les sujets. Donc voilà, sans plus attendre, on va enchaîner pour une présentation que je veux, on va dire, claire, concise, précise, et relativement détendu. Donc il n'est pas question que je vous endorme pendant 1 heure avec des éléments techniques à dormir debout. On n'est pas là pour ça, on est là pour passer un moment convivial ensemble, pour découvrir l'autisme de manière, comme je dis parfois aux jeunes, de manière fun, quoi. Donc allons-y gaiement. Alors, je vais commencer par ce petit schéma que j'ai joyeusement piqué à des amis qui font des interventions depuis bien plus longtemps que moi, sur nous on transpose ça à l'éducation nationale et à l'école, puis à la société en général. C'est les 4 modèles qu'on connaît parfois bien trop, donc si je me mets là, c'est bien sûr le sens central. Bon, l'exclusion, la ségrégation, on en est un peu sorti, heureusement. Aujourd'hui, on est plus sur de l'intégration. Dans l'intégration, on arrive à inclure les personnes handicapées
en particulier, bon, là, moi je parle d'autisme, parce que je ne parle que de ce que je connais, dans l'école ou dans la société, mais on voit qu'elles restent encore trop souvent entre elles, dans leur bulle. Alors comment ouvrir la bulle, pour parapher le nom de l'association, et arriver vers l'inclusion? Ben, il y a une clé, je préfère parler de clé que d'arme, hein, qui fonctionne extrêmement bien et dont il faut user et abuser, c'est l'information, la sensibilisation, la pédagogie. Et ça, partout. Parce que quand on explique simplement aux copains, aux collègues, que voilà, on n'est pas des monstres, ça se passe généralement bien mieux après. Donc quand on intervient dans des écoles, plutôt dans des établissements scolaires, parce qu'on intervient plutôt à partir du collège, on intervient vers qui? Alors nous, on intervient en priorité devant les pairs, parce que ado autiste, il y a quand même ado devant, donc à l'origine c'était vraiment centré adolescent, collège et lycée, on va dans les classes, on passe 2 heures avec les jeunes pour échanger avec eux, dédramatiser, discuter à bâton rompu sur tous les sujets qui les intéressent, et puis qui, en sortant de la salle, ils aient une idée un peu différente de l'autisme. On est parfois amené à rencontrer l'élève ou la famille dans le cadre de café Asperger ou de rencontres comme ça. L'équipe enseignante nous pose toujours beaucoup de questions. Bien souvent, on est invité à manger après à la cantine plus ou moins bonne pour discuter. Donc on mange ou on ne mange pas, mais en tout cas, on papote. L'ensemble du personnel de l'établissement, je pense notamment aux surveillants, aux pions, parce qu'ils sont bien souvent au contact, tout le temps au contact des enfants, ils sont en première ligne. La famille des autres élèves, parce que parfois quand ils apprennent que dans leur classe de leur bout de chou, il y a un autiste, ils imaginent qu'on devient différent d'un ours. Donc il faut parfois leur expliquer que c'est pas dangereux, quoi, tout va bien se passer. Et les partenaires extérieurs, activités périscolaires, voilà. Quand on intervient dans des entreprises, on va voir tous les collègues, que ce soit la direction, le patron, tous les collaborateurs. Voilà. Alors, je vais vous emmener maintenant faire un petit tour en autisme, dans ce monde merveilleux, dans ce que Joseph appelle l'autistan. Donc, la vision du détail, c'est une des choses qui marque le plus quand on rencontre une personne autiste. C'est qu'on a toujours une vision du détail très focalisée, très précise, et en aucun cas globale. Donc quand j'arrive devant une classe de jeunes qui a 14-15 ans, je leur projette cette superbe image, Pointe du Raz, Finistère, pas loin, et je leur demande de me décrire cette image. Alors bon, là je ne vais pas le faire parce qu'on est un peu trop nombreux, mais généralement les jeunes me disent: au premier plan, on a le massif de Bruyère, après on a une glande, au 3e plan de Piton Rocheux, 4e plan un phare. Voilà, c'est un document iconographique qui représente une falaise au bord de la mer. Bon, est-ce faux? Moi je pense que c'est vrai, hein. C'est conforme à la réalité, hein. On n'est pas en pleine montagne au-dessus d'un désert de sel, hein, donc c'est bon. Enfin, qui parmi vous, et je vais vous demander de lever la main, a prévu de faire un paragraphe complet sur l'île de Sein? Personne. Un autiste passionné par l'île de Sein aurait remarqué qu'on la voit ici. Alors si vous ne me croyez pas, on va zoomer un petit peu. Là, bien. On distingue même le port, le phare et plein de choses, quoi. Donc on va faire une vraie description d'image à la autiste, parce que ça c'était beaucoup trop neurotypique. Donc autre photo du même endroit, un peu plus loin, bon là je vous l'accorde, on la voit bien, l'île de Sein. J'ai fait un cadrage un peu différent. Donc imaginons je suis autiste, et donc j'ai à faire une description, mais j'ai plein d'intérêts restreints ou de passions qu'on aperçoit sur l'image. Donc on va commencer par un paragraphe d'une page et demie, détaillé, petit serré, complet, sur les phares, avec tous les phares de Bretagne, leur hauteur, leur histoire, leur construction, les matériaux, les pierres, tout ce qui a été utilisé pour. Ensuite, on va faire un paragraphe d'une page et demie complet sur les ports, avec tous les ports de Bretagne, la manière dont ils ont été conçus, l'époque, le type de bateau à l'intérieur. On va enchaîner avec, évidemment, un paragraphe sur la voile, sur les différents voiliers, les époques, les phoques, les grands voiles, les 3-mâts, les 2-mâts, les catamarans, les monocoques, ceux qui n'ont pas un petit moteur maintenant. Donc ça, il y a de quoi faire au moins 3 pages, petit serré, ça sera très très synthétique. Ensuite,
Au moins 2 pages sur la météo grâce au sublime Stratus, donc la météo en Bretagne. J'ai appris hier que la Bretagne était la région la plus ensoleillée de France au mois de mai. Donc nous allons en parler, parce que moi qui viens de région parisienne, on s'est pris un orage par jour pendant toute la semaine. Je suis parti de Paris tout à l'heure sous la flotte, vous imaginez pas à quel point. J'ai passé Rennes, la pancarte bienvenue en Bretagne, il fait superbe. Donc profitons-en, n'est-ce pas? Et puis on va faire un détail de tous les sentiers de randonnée de Bretagne grâce aux touristes. Donc ceux qui sont faciles, pas faciles, voilà. Bon, voilà une belle description de l'image, hein. Très très concise. Et imaginons en plus que le devoir soit à rendre pour le lendemain. Donc on a le temps de se renseigner, et puis vu qu'on est assez visuel, on va vous mettre 2-3 images, hein. Ça fera joli. Donc dans les marges de la copie, vous aurez évidemment la photo du phare de l'île de Sein qui s'appelle le phare de Goulévez. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut les visiter, attention, hein. Un aperçu du port de l'île de Sein avec une analyse détaillée de l'architecture, des couleurs des maisons. On aura été potasser le plan local d'urbanisme durant toute la nuit pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Ces voitures sont en ardoise ou en pierre, enfin bref, voilà. Et évidemment la carte de l'île de Sein avec les horaires d'ouverture de la piscine et le plat du jour de chez Brigitte. Sauf que la prof de français, je ne sais pas pourquoi, n'a rien à faire du plat du jour de chez Brigitte. Mais elle s'en fout, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors, description d'image, je suis désolé, elle est très bien décrite, hein, mais on a 0. Il y a un problème quand même, hein. Donc c'est là qu'il nous faut apprendre que les neurotypiques fonctionnent avec une vision assez globale et non pas avec une vision aussi détaillée que la nôtre. Alors dans le cadre d'un exercice scolaire, ça demande un peu de méthodologie. Il faut juste que le prof nous explique que nous on fait comme ça et qu'on ne fait pas des petits focus méga spécifiques sur tous les sujets. Dans notre quotidien, la vision du détail, ça va aussi poser parfois problème, du moins ça va se remarquer. Là, alors, un de mes intérêts restreints, c'est la photo. Donc vous allez bouffer de la photo, je comprends ensuite, hein. Ici, c'est toujours pas dans le nord de la Bretagne, parce que c'est la première fois que j'y viens depuis 2010. Hein, donc merci encore Otis de me donner l'occasion d'aller au Cap Fréhel demain, combler cette immense lacune. Donc ça, c'est la côte sauvage de Quiberon. Alors voilà une superbe photo neurotypique. La photo d'un autiste, voilà. En clair, une personne autiste va utiliser le zoom alors qu'une personne neurotypique va utiliser le grand angle. Le problème, c'est que si la personne autiste se trouve un point de repère pas par rapport à cette mouette et qu'elle revient le lendemain et qu'elle n'y est plus, ça pose problème. Autre exemple, alors là on passe de la mer à la campagne. Bienvenue dans le bocage nantais, pas loin de chez mes grands-parents, à côté de Nantes. Donc voilà une superbe photo neurotypique, hein, ça c'était il y a 2 semaines, et une photo prise par mes soins. Donc on passe de la grande prairie à la fleur de trèfle bien spécifique. Le problème c'est que je me souviens où est-ce qu'elle est cette foutue fleur de trèfle. Et si j'y retourne demain, je suis sûr qu'entre-temps les cantonniers sont passés et qu'ils m'ont tout fauché. Alors ça pose un petit problème, parce que ça, une personne autiste, alors bon, moi j'ai pas un gros handicap, hein, ça va un peu me perturber, je vais apprendre qu'il vaut mieux prendre mes points de repère sur des arbres, sur des structures, sur des bâtiments, sur un truc un peu pérenne, quoi, qui va pas être enlevé, voilà, pas par le pas sur le géranium de la petite dame, qui va mourir l'hiver prochain, quoi. Mais une personne avec un profil un peu plus handicapé que le mien, si elle est perdue, va devenir plus irritable, on va dire plus bougonne, moins coopérante. Et si vous en tenez pas compte, si vous vous adaptez pas, vous avez droit à la crise. Enfin, ça, c'est une réalité aussi, malheureusement. Et puis, un petit dernier exemple, alors ça, c'était une fête de famille, toujours en Bretagne, mais pas dans le nord. C'était à Loudéac, donc en centre-Bretagne, impossible de faire plus paumé. Il faut être honnête, hein, parce que là, c'était quand même très paumé. Là, donc, voilà une superbe vue de toute la famille en train de manger, hein, avec un superbe coucher de soleil. Alors tout le monde a fait des belles photos de toute la famille bien habillée, bien maquillée, etc. Qu'est-ce que j'ai pris en photo, moi, toute la soirée, mais toute la soirée, hein, j'ai compté 150 photos de ça.
C'est là que vous apprenez que j'ai un intérêt restreint, j'ai une passion dévorante pour le feu. J'ai vu un vieux bidon rouillé avec du feu dedans, j'ai fait un big smile, j'ai fait « Ah, la soirée va être bonne !» Et pourtant, ça coûte rien de mettre 3 bûches et une allumette, mais vous êtes sûr de satisfaire Tristan Yvon. Alors, ça va poser la question des intérêts restreints et du plaisir, hein, de la notion de plaisir chez les personnes autistes. Donc, ah bah tiens, je vous ai retrouvé une photo dossier d'époque, là, ça, je devais avoir 5 ans. C'est vous dire si les intérêts restreints changent. La cheminée n'a pas changé d'ailleurs, c'est juste le bonhomme qui a grandi. J'ai la même photo il y a 2 semaines, mais avec un type de 1m90 et des cheveux longs. Donc, et puis la chaise, on a dû finir dedans, parce que bon, là, trop grand. Alors les intérêts restreints, ce sont nos passions et nos obsessions, on va dire. Pourquoi je vous parle d'intérêts restreints? C'est que si vous rencontrez une personne autiste, si vous devenez son prof ou son collègue, ce sont des sujets sur lesquels vous allez devoir devenir expert si vous ne voulez pas vous faire larguer dans la discussion, quoi. Alors, à quoi ça peut ressembler des intérêts restreints d'une personne autiste? Oh, je me demande bien qui c'est qui a un intérêt restreint pour le feu, hein, j'ai aucune idée. Les volcans, alors ça c'est mon deuxième intérêt restreint, attention, la photo, le jardinage, les animaux, et ça peut être plein de choses. Alors moi, je finis par avoir un grand nombre d'intérêts restreints, donc ils sont plus très restreints. Ce qui permet de sauver un petit peu la mise, parce que quand on est monospécifique sur des volcans, tout le monde entend parler que de volcans, les neurotypiques saturent très vite. Donc quand on commence à en avoir 15-20, on commence à pouvoir diversifier un peu les discussions sur des choses qui nous intéressent. Voilà. À quoi ça peut ressembler autrement? Les cactus, les schtroumpfs, les moyens de transport, les champignons, les ampoules. Et que sais-je encore, hein, ça peut être les marches d'escalier ou les carrelages Ikea. Vous pouvez avoir des intérêts restreints très focalisés sur un tout petit détail. Le problème, c'est qu'on parlera plus tard notamment d'expression du visage. Quand on commence à parler pendant 2 heures de volcan, on ne se rend pas compte qu'on vous saoule. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Hein. Donc, je vais venir vous parler pendant 2 heures de volcan dans le train, ou aller dans la voiture. Vous prenez un blablacar avec moi. Vous avez intérêt à dormir, parce que sinon, voilà quoi. Remarque, la dernière fois que j'ai pris un blablacar, je suis tombé sur un footballeur, alors que je déteste le foot. Donc, voilà. Il a dormi, c'était très bien. Non, mais alors, à vous parler pendant 2 heures de volcan, vous allez bâiller, vous en décrocher la mâchoire, on ne va pas se rendre compte que l'on vous saoule. Parce qu'on n'arrive pas à décoder les visages des autres. Donc autant vous dire que le blablacar d'après, vous allez en choisir un autre. Hein, parce que honnêtement, 2 heures de cours sur les ampoules. Moi je les ai vus, les 2 heures de cours sur les ampoules. J'ai fait une indigestion, j'ai pleuré. Hein, donc il faut, voilà quoi, c'est... Voilà. Donc ce que je dis souvent aux jeunes quand on intervient dans un établissement, c'est quand on vous gonfle, mais dites-le nous, quoi. C'est pas la peine de vous tortiller sur votre chaise, de bâiller, de faire un peu comme ci, un peu comme ça. La danse des canards, on sait tous le faire. En revanche, comprendre qu'on vous embête, c'est pas inné, quoi. Donc vous venez nous voir, vous dites, bah, Tristan, écoute, ça fait 45 minutes qu'on entend parler que de camélias et de feu de bois. On commence à en avoir un peu, mais tu vois, style jusque-là. Donc est-ce que tu pourrais évoluer, je sais pas, ou aller prendre un café ailleurs, voilà, bon. Les neurotypiques sont toujours bien meilleurs que nous pour trouver la manière de formuler ça sans gêner les gens, quoi. Donc ça, je vous laisse faire, mais si on ne l'entend pas, si c'est pas verbalisé ou exprimé d'une manière ou d'une autre, les personnes autistes dyscommunicantes, on va pouvoir passer par des pictos, par des gestes, on va continuer, parce que voilà. Bon, on va enchaîner avec les expressions du visage. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc on a ici 5 personnes qui, on va imaginer, qui regardent la télé. Et je demande parfois aux jeunes que je rencontre, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pensent ces 5 personnes-là? Quel ressenti ils ont? Parce que pour moi, c'est indécodable. Alors celui-là, on va dire qu'il est peut-être un petit peu surpris, je sais pas, parce qu'il ouvre un peu en grand les yeux. Elle, je ne sais pas trop ce qu'elle pense, avec son regard un peu pervers, là.
celle du milieu, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Elle a dû voir la Vierge, je ne sais pas ce qu'elle elle ne sait plus où se mettre. Et lui, il se demande si le policier de la télé n'est pas cocu, parce que là, il a l'air un peu, je ne sais pas. C'est du chinois ou du japonais, parce que parfois il y a des chinois dans la salle et ça ne le fait pas. Mais voilà, c'est totalement incompréhensible. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour nous adapter à ça. C'est le concours de grimaces et travail. Donc, moi, j'ai fait pas mal de théâtre pour essayer on va dire, de comprendre les émotions exprimées par le visage, par les mouvements des autres, et puis pour les reproduire, parce qu'on est souvent aussi déréglé, donc on va pouvoir être mort de rire alors que vous êtes furieux. Donc vous imaginez la maîtresse qui est furieuse parce qu'on a pété une table, et vous êtes tout joyeux, mais non, c'est pas grave, tout va bien. Alors comment faire monter bien la colère, là, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, on ne décode absolument pas les ressentis des autres. Et moi, je me suis mis plusieurs professeurs à dos durant ma scolarité, parce qu'ils s'imaginaient que j'étais un insolent ou je sais pas, ou bref, peu importe. Mais non, c'est pas que j'avais envie de les énerver, c'est que je ne comprenais pas. Ils ne m'ont jamais dit, Tristan, je suis fâché. Ils étaient en train de rougir, et de trembler, et de serrer leurs poings, leur table, leur chaise en machin. Comment vous voulez comprendre ça, quoi? Ça n'a aucun sens, quoi. Alors, tant qu'on parle de la compréhension de l'abstrait et de l'imagé, alors nous, on prend tout au premier degré. Donc vous imaginez qu'à pratique, on est dans la cour, à l'âge de l'adolescence, on commence à aller voir les filles, puis à leur faire des avances un petit peu douteuses, et la nana vous rétorque, lâche-moi les baskets. Elles sont où les baskets en fait? Parce que moi il n'y a rien à lâcher, les baskets elles sont en bas, elles sont pas en haut. Comment dire, on va se coucher avec les poules ce soir. Comment ça se fait quand on n'a pas de poulailler, quoi? On va dormir où? Chez le voisin, bref, voilà. Et je crois que j'en ai mis une troisième. J'avais une prof de français de bac qui disait Zola n'avait pas sa langue dans sa poche. Ce qui ne m'étonne pas parce que je pense que sa langue était simplement dans sa bouche. Mais bon. Voilà, donc ça, au milieu d'un cours, comment perdre l'élève Asperger qui n'a simplement pas compris de quoi vous parlez. Et quand j'ai fait des études un petit peu plus techniques dans les espaces verts, j'avais parfois des profs un petit peu plus gras ou un petit peu plus drôles, qui utilisaient des expressions sorties un peu de nulle part, quoi. Et où je me demandais, alors ça, c'est quoi la traduction? Ouais, bah écoute, j'étais en train de pisser dans un violon tout à l'heure. Voilà, c'est parfois un petit peu cocasse d'être Asperger parce qu'on s'imagine des trucs. La première fois que ma grand-mère m'a dit, eh ben non, j'ai pas changé la fenêtre du haut parce que ça coûte la peau des fesses. Je me suis dit, ça devrait être un petit peu, voilà quoi. Donc, vous connaissez un petit peu les verbes irréguliers, les jeunes là qu'on apprend au collège et dont on mange. C'est exactement pareil, les expressions imagées, on n'a pas d'autre choix que de les compiler et de les apprendre par cœur, pour pas être complètement largué, parce que sinon, voilà quoi, au milieu d'une discussion, il y a une bulle ou un mur de verre qui se forme, et on n'est pas à l'aise. Tant qu'on est sur la compréhension du second degré, je vais vous raconter une petite anecdote scolaire aussi. Donc voilà une superbe image d'un camp préhistorique, voilà. Quand j'étais en CE2, j'avais une prof très neurotypique qui formulait toujours ses consignes au second degré. Donc voilà, consigne de l'exercice scolaire, peux-tu me dire ce que fait le personnage de droite? Réponse Asperger, oui. Oui, ben, je sais te dire ce que fait le personnage de droite. Et tu m'as demandé si je pouvais. Pas de me dire ce que fait les personnages de droite. Alors, réponse neurotypique normale, c'est il pêche, il pioche en fonction de la situation. J'ai eu 0 à un nombre incommensurable d'exercices scolaires.
à cause de ce genre de consignes. Et tout le monde penserait que j'étais qu'un insolent qui n'avait pas envie de bosser, quoi. Non, bah, s'ils avaient bien formulé leurs consignes, écoute, peut-être que ça aurait été mieux, quoi. S'ils m'avaient dit, dis-moi ce que fait le personnage de droite. Oui, il piège. Ou, enfin, bref. Là, donc, moi, je suis encore un peu rancunier parce que j'ai eu 0, alors qu'en fin de compte, j'avais raison. Hein. C'est pas moi qui avais tort. Ah, autre situation comique. Alors celle-là, elle ne m'est pas arrivée. On imagine, on est en terminale et on a un cours de philo sur Freud. On s'ennuie à mourir, c'est nul, enfin ça peut être Freud, ça peut être plein d'autres choses, hein. Kant, autre horreur, ou en mathématiques aussi, hein, ou en physique-chimie, Tonton Newton, bref, horrible. On dort en cours. Et le prof qui fait appliquer un peu son règlement débarque et vous dit surtout si je te dérange, tu me le dis. Réponse autistique, oui, bah oui, monsieur, là, franchement, vous me dérangez beaucoup. Avec le ton, avec tout ce qu'il faut. Alors, mon amie, elle s'est fait virer de cours, elle n'a pas compris pourquoi. Donc, mieux vaut aller la voir, lui dire, au fait, ce que tu fais, là, ça se fait pas trop, tu sais, en cours. Alors, à la limite, tu sèches si vraiment tu te fais chier, hein, parce que, voilà, quoi, mais on vient pas pour dormir, quoi, voilà, quoi. Voilà, alors, au fait, j'ai même pas mis de réponse neurotypique, hein, parce que je sais même pas quoi répondre à ce truc-là. Vous êtes peut-être meilleur que moi, on pourra en discuter après. On va parler un peu de relations sociales plus largement. Parce que quand on est autiste, on n'a aucune notion de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Parce qu'il y a énormément, les neurotypiques fonctionnent beaucoup par imitation, ils regardent les autres. Je pense notamment à l'émergence de la sexualité chez les filles, comment on drague, comment on aborde. Bien souvent, ça se fait de manière un peu innée. Les jeunes, ils trouvent leurs copines. Je ne sais pas comment ils font, j'ai jamais été amoureux. Et ça ne me manque pas du tout d'ailleurs, hein, mais voilà quoi. Relations sociales, ça devient comique quand on est aussi sollicité. Donc voilà, exemple concret, c'est du vécu. Alors c'est pas du vécu personnel, c'est du vécu de mon hôte qui habite tout près d'ici, qui est maman d'un enfant, adulte autiste qui a mon âge. Vous imaginez un marchand de tapis seul à votre porte. Des tapis bien moches. Mais horrible, hein. Le genre de truc que même chez votre voisine ou chez votre belle-mère, vous ne lui offririez pas. Alors, le vendeur de tapis moche, la réponse pour lui dire qu'on n'a pas vraiment envie, ça peut être « Non merci, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas la place, là je suis serré chez moi, c'est tout petit, c'est affreux. Non merci, je suis pas intéressé, non merci, oulala monsieur, j'en ai déjà plein, j'ai hérité du stock de ma grand-mère, je sais plus où le mettre. » Au passage, si vous en voulez, je vous les refourgue, et puis bonne journée, voilà. Réponse de mon compatriote d'autistan. Quoi? Non mais ils sont moches tes tapis, et puis c'est pas la peine, hein. Le chat il fera ses griffes dessus et ils seront encore plus moches. Repasse quand on n'est pas là. Bon, alors, ça peut être très approprié quand c'est les témoins de Jéhovah, parce qu'au moins ils ne reviennent pas. Mais, selon les standards neurotypiques, le mec il s'est fait un peu envoyer bouler, quoi. C'est pas très poli. Donc voilà, bon, il n'empêche que quand les témoins de Jéhovah viennent, envoyez-le ouvrir, hein, parce qu'attention, vous serez débarrassé. Hein. Donc ça, surtout pas. Et ça, il faut l'apprendre, que ben non, il y a des mots à utiliser plus que d'autres, il y a une intonation de la voix à utiliser. Et même après des années de travail, en l'occurrence le jeune, il a mon âge, je peux vous dire que sa mère, elle en voit de toutes les couleurs, hein, parce que ça se reproduit dans toutes les situations possibles, hein, au café, dans la rue, voilà. Quelqu'un qui éternue et qui ne répond pas à tes souhaits, va dire non mais en fait tu pourrais me répondre espèce de... Et je vous passe le qualificatif final, quoi. Quand c'est grossier, ça devient parfois gênant, parce que ça peut être mignon. Mais quand vous vous êtes insulté, bof. Ah, alors ça c'est c'est du vécu personnel. Je n'aime pas les poumons. Ça, c'est dit.
Donc quand j'étais petit et mignon, ce qui date d'il y a un bon moment maintenant, la boulangère ou la vendeuse adorait m'offrir des bonbons pas bons. Donc j'allais à la boulangerie avec ma mère. Donc le comportement adapté que mes parents m'ont soigneusement appris, je le prends, merci madame, je le refourgue à mon petit frère, il est content, et puis point barre. Réponse de Tristan à 5 ans. Waouh, quelle horreur! Berk, oh, c'est pas bon, oh non, mais c'est dégoûtant, c'est dégueu, oh non, oh, par pitié. Bon, la boulangère a tiré une sacrée tronche. Donc comment vexer la boulangère du quartier au point qu'elle vous aime pas, voilà quoi. Donc ça, on oublie. Mais ça, c'est un apprentissage aussi, comment faire, voilà. Alors ce genre, bon, là ce sont des anecdotes concrètes du quotidien, mais si vous transposez ça au quotidien, en particulier au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, au sein d'une classe, vous voyez qu'il y a quand même tout plein de petits détails qui font qu'il y a une certaine barrière entre les neurotypiques et les personnes autistes. On va simplement pas parler la même langue, si je puis dire, quoi. Et du coup, nous intégrer avec des personnes qui ne sont pas sensibilisées, qui ne sont pas bienveillantes envers ça, qui ne sont pas formées aussi, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a autant d'exclusion des personnes autistes. On va parler un peu de sensoriel, puisque c'est quand même indispensable de parler du sensoriel quand on est autiste, qu'on soit haut niveau, pas niveau, quoi que ce soit, parce qu'on a tous des contraintes différentes. Bon, j'aime bien parler d'hypersensibilité et d'hyposensibilité, puis on va évoquer les 5 sens après. Donc l'hypersensibilité, c'est quand on ressent de manière trop amplifiée des choses, et l'hyposensibilité, quand on ne ressent pas. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut être un peu des deux. On est souvent bien détraqué au point d'être hypersensible à certaines choses et hyposensible à d'autres. Moi, je suis hypersensible à certains bruits de fond infâmes, donc on repassera. En revanche, je suis hyposensible à la chaleur. Donc ma passion dévorante pour le feu, je vous attrape les braises, je les déplace dans la cheminée, voilà quoi. C'est embêtant quand même. Alors, on va parler des 5 sens, donc le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût et la vue. Donc on peut être hypersensible ou hyposensible à chacun. Donc l'hypersensibilité ou hyposensibilité au toucher, on peut apprécier ou pas certaines textures. Moi, je suis déréglé au point que la chaleur ne me pose pas de problème, mais la texture de certains m'insupporte. Donc jusqu'à un certain temps, j'avais les cheveux archi courts, je ne supportais pas le shampoing. Donc c'était un peu embêtant, je ne supportais pas ça, donc j'étais forcé de mettre des gants pour me laver les cheveux, ce qui est un peu embêtant. Ça bug un peu, non? Ça va, bon. Oui, il y a des odeurs qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, et nos goûts ne sont pas forcément adéquats avec les goûts des neurotypiques. À titre perso, il y a des odeurs de fumier ou d'horreur comme ça qui ne me dérangent pas du tout. L'odeur des déodorants me dérange bien plus. Et puis donc l'ouïe, alors l'ouïe ça peut s'exprimer de 2 manières, soit une douleur physique pour des bruits stridents, style une tronçonneuse ou une mobilette qui démarre au quart de tour, alors que des bruits de fond comme un brouhaha de classe, tous mes camarades qui parlaient, me fatiguaient aussi, me déchargeaient extrêmement vite. Donc j'étais forcé de venir en classe avec un casque filtrant qui allait filtrer les bruits de fond et me laisser la voix nette, sèche du prof. Je me mettais au premier rang pour pouvoir l'entendre quand même, quoi. Puis le goût de la sélectivité alimentaire des personnes autistes, c'est pas une légende. Et la vue, je connais des personnes qui sont soit photosensibles, soit intolérantes à certaines couleurs, notamment le rouge. Donc votre salle est très autiste incompatible, parce qu'elle est intégralement orange, rouge, des couleurs infâmes, hormis que je suis un gros bizarre, parce que ma couleur préférée, c'est le rouge. Voilà. Bon. Comment faire quand on est hypersensible ou hyposensible? Bon, le toucher, les gants, ça marche très bien quand on les supporte, ou alors quand c'est des textures spécifiques comme celle du savon, on a la chance maintenant d'avoir dans le marché un choix pléthorique de savons ou de trucs comme ça, dont on va pouvoir essayer et choisir les odeurs, les textures, etc. pour essayer, quoi. Oui, casque anti-bruit, qui soit filtrant au total. Pour la nourriture, on choisit ce qu'on mange, je suis désolé, la cantine parfois, bof. Et la vue, lunettes de soleil ou vert teinté. On a eu un très très gros débat avec mes amis sur comment faire pour l'hypersensibilité olfactive.
J'ai des amis neurotypiques qui m'ont dit, écoute Tristan, la solution est toute trouvée, c'est très simple, il faut que la sécurité sociale rembourse ça. Très mauvaise idée, parce que ça pue encore plus fort que la transpi du voisin. Donc ça, quand vous avez une personne autiste à côté de vous, choisissez votre parfum. En particulier, la première fois que vous allez le rencontrer, peut-être même n'en mettez pas, parce que vous ne savez pas s'il va s'il va aimer ou pas l'odeur, et vous pouvez mettre un autiste très mal à l'aise en étant habillé en rouge ou en ayant un parfum qu'il ne supporte pas. Donc il faut bien réfléchir à comment s'habiller, comment se parfumer, comment se laver la première fois qu'on rencontre une personne autiste. Donc le déodorant, par pitié, prenez un truc qui ne sent pas trop fort, la pierre d'un truc comme ça, voilà. Puis alors on n'est pas tombé d'accord parce que du coup le déo ça marche pas super bien. J'ai des amis qui m'ont dit, écoute, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est ça. Testé et approuvé par les poilus en 1916 dans les tranchées de Verdun. Si ça marche pour le gaz sarin, ça doit bien marcher pour les perturbateurs endocriniens des déodorants, ou la version moderne. Donc c'est très pratique, les petits foulards, les écharpes. J'ai pratiquement toujours des écharpes, j'adore ça, mais il y a aussi le côté pratique. Ça peut faire turban, ça peut faire ceinture, ça peut faire planque misère olfactif, voilà. Donc le sensoriel, très important. Faites très attention la première fois que vous rencontrez une personne autiste et par la suite, parce que pour qu'on soit à l'aise, il faut vraiment qu'on soit dans un environnement adéquat. Enfin, voilà, et ça vaut pour tous les autistes, hein, qu'on soit haut niveau, bas niveau. Je connais beaucoup de personnes autistes, par exemple, qui demandent à ne pas avoir de ventilation ou de clim dans leur bureau, pour ne pas avoir de bruit de fond. Ça n'est qu'un simple exemple. Donc avec mes amis, on a fait un top 5 des désastres sensoriels pour personnes autistes. Allons-y, Guingamp, par ici le massacre. Donc, en 5e position, nous sommes tombés d'accord sur les magasins horribles. Agression visuelle de partout, harcèlement de couleurs de tous les côtés, du monde dans tous les sens, le caddie de derrière qui vous rentre dedans, ça n'avance pas derrière, soit il fait chaud, puis le rayon d'à côté il fait très froid, donc on ne sait plus comment s'habiller, on prend 4 couches différentes qu'on enlève ou qu'on remet, on ressemble à des clochards à la caisse, c'est plus possible. Les magasins de fringues, des cabines d'essayage, n'en parlons pas. La musique non plus, enfin bref, voilà le genre d'endroit où vous voyez très rarement des personnes autistes. Donc nous en région parisienne, on a la chance d'avoir des drives, Leclerc Drive, où on vient tout vous poser dans votre coffre, c'est super, c'est formidable. Et pour les fringues, la redoute, ça marche très bien. Donc, voilà. 4e position, bien sûr, les soirées dansantes. Agression de tous les côtés aussi, la lumière, la musique, les gens dansent. Quand on a un trouble associé dyspraxique, la Macarena, c'est pas la peine. Avec moi, ça sera une horreur. Et le Madison, non plus. Le Madison, moi, ça fait effet bowling. Je fais tomber tout le monde sur la piste. C'est pas la peine de partir avec moi au ski d'ailleurs. Donc ça, le genre d'endroit, moi j'ai des amis qui m'emmènent parfois en soirée. Je leur dis, écoute, on entre dans la boîte, en termes énergétiques, c'est tellement présent que j'ai une autonomie de 10 minutes. On entre, on sort. Voilà, on a juste le temps d'écouter une chanson. Donc on voit si l'introduction est bien. Quand c'est de la bonne musique, peut-être on peut rester 5 minutes de plus. Puis quand c'est de la merde, on sort tout de suite, parce que c'est pas la peine. 3e position, les vestiaires. Alors les cours de sport sont fatigants déjà parce qu'on bouge, parce que quand on a une morbidité dyspraxique, c'est une horreur. Que socialement, il faut toucher les copains, il faut aller avec eux, qu'il y a l'esprit de compétition du sport qui généralement nous déplaît beaucoup. Donc quand il faut faire des choix à l'école, le sport, moi je préconise toujours de l'enlever en priorité. Parce que à moins que la personne autiste soit passionnée ou aime ça, dans ce cas-là, d'accord, on ne va pas le priver de ce qui lui manque. Mais quand vous enlevez 2 heures de sport, vous enlevez aussi 20 minutes de vestiaire, vous enlevez 2 heures de vacarme, de gymnase infâme, horrible.
ça enlève quand même beaucoup de stimuli et de perturbations sensorielles, et d'un point de vue énergétique, vous allez avoir une personne autiste qui est beaucoup moins fatiguée. Moi, ça a été salvateur de me débarrasser de mes 6 heures de sport hebdomadaires au lycée, un bon débarras. En plus, tout était le matin, je pouvais faire la grasse mat, c'était pratique. Deuxième position, la cour de l'école. Alors là, c'est pareil, hein, ça bouge dans tous les sens, les ballons volent. Bien souvent, le but, ils ne le trouvent pas, mais ma tête, ils savent très bien la trouver, hein, et puis bien comme il faut. Puis, bon, d'un point de vue sensoriel, c'est la cata, quoi. Il y a du monde partout. Et d'un point de vue social, c'est souvent là qu'a lieu tout ce qu'on n'aime pas. Le harcèlement, les moqueries dans un petit coin, les croche-pattes, les crachats. Tout un quotidien que j'ai bien vécu d'ailleurs, on en reparlera si vous le souhaitez. Donc moi j'ai bénéficié au collège, et je le préconise souvent quand on est dans un milieu scolaire, d'une dérogation donnant accès au CDI pendant les pauses, pour pouvoir aller tranquillement bouquiner un documentaire ou un bouquin intéressant, plutôt que de subir des moqueries des autres pendant la pause. Au moins une récré sur deux, ou le midi, ou l'après-midi, enfin choisir les temps les plus chronophages pour épargner à la personne autiste cette horreur, quoi. Et la première position, la pire au secours, à votre avis, ça va être quoi? Je l'ai entendu. La cantine. La cantine, elle est là, la cantine. Attention, attention, attention. Alors, beaucoup de bruit, beaucoup de monde réuni. Le vacarme des chaises, des tables, une bronca au-delà générale dès qu'un verre tombe par terre. Et niveau nourriture, on en parle? On ne va pas en parler, hein. Il vaut mieux pas. Donc ça, c'est peut-être même, moi je dis parfois, quand je rencontre des équipes éducatives, on me dit, mais écoutez, il a 6 heures de cours par jour, c'est pas beaucoup. Je dis ça, vous raisonnez comme un neurotypique, dis-je à la directrice. Il a 6 heures de cours par jour, il a 2 heures de récré et 1h30 de cantine en plus. Et de toute la journée, c'est certainement ça qui est le plus fatigant, que la salle de classe, où si le prof c'est bien géré, qu'il n'y a pas trop de bruit, que c'est bien cadré, ça peut bien se passer. Ça, une cantine silencieuse, j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai mangé à la cantine pendant, enfin, plutôt j'ai été anorexique un petit moment. C'est peut-être une des priorités aussi quand on doit trouver des économies. Alors ça peut passer par une salle à part ou un truc comme ça, mais bon, c'est galère. Ah, un petit bonus, attention. Bonus, bonus, bonus. La pire, alors là, j'ai pas trouvé pire que ça. Qui parmi vous est déjà venu à Paris? Levez la main. Tout le monde, pratiquement. Bon, ben moi c'est mon quotidien. Hein. Qui a déjà pris la ligne 13? La ligne 13. Donc vous sortez du ministère de la Santé après une petite journée intéressante pour l'élaboration du plan Autisme 4. Il est 17h, voilà. On approche du wagon, on tombe sur un quai comme ça. Moi je suis très grand, donc au moins je respire au-dessus des autres. Mais ma binôme auto-représentante, qui est beaucoup plus petite, respirait plutôt au niveau des aisselles d'autres personnes, donc c'est souvent l'asphyxie. On enchaîne avec le train bondé, ça secoue comme une boîte à sardines, on s'accroche aux barres métalliques moites collantes de toute la transpi de la journée qui n'est jamais nettoyée. Puis on arrive à Montparnasse pour prendre le train pour Versailles, même ambiance, les flux de circulation dans tous les sens. Les transports en commun, c'est infâme. Je dis bien infâme. Et j'ai la chance, je fais partie des quelques autistes qui ont le permis de conduire. Donc j'arrive de Paris ce matin, en plein Paris, avec ma voiture. Que je préfère gérer, enfin maintenant j'ai passé mon permis là-bas, donc je suis habitué, hein, je préfère gérer la circulation, les gens pour qui le code de la route est une lointaine histoire, voir ceux qui ont eu leur permis dans un Kinder Bueno, plutôt que gérer ça. Dans ma nouvelle boîte de space, là je suis bien installé, j'ai ma place, j'ai ma température, j'ai de quoi manger, je peux tenir longtemps, quoi. Là-dedans, vous avez un mort-vivant à l'arrivée, quoi. Donc voilà.
Voilà, on va bientôt terminer en parlant un peu d'anticipation. L'anticipation avec les personnes autistes, c'est quelque chose de fondamental. On a besoin de tout savoir à l'avance. Moi, je suis tout le temps en train de réfléchir à ce qui va m'arriver plus tard, à comment je peux le gérer et à anticiper tous les scénarios catastrophes possibles pour pallier à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, parmi les choses que j'anticipe très très souvent, nous avons la neige. Alors, est-ce que vous avez eu de la neige cet hiver? Un petit peu? Un petit peu, nous on s'est pris 40 cm en une semaine à Versailles. On n'avait pas eu ça depuis 2010. Dans ma rue, même dans mon quartier, j'étais le seul à avoir en stock depuis 2010 25 kg de sel et 2 pelles à déneigement. Je me suis fait inviter à boire le café dans tout le quartier pour que j'aille gentiment déneiger du détrottoir des autres, d'autant qu'il a neigé 5 fois en 5 jours, donc 2 fois par jour. J'ai été déneigé voilà, toute ma rue. En même temps, je suis jardinier, l'école était fermée, bloqué à de la maison, il me restait que ma pelle à neige et mon appareil photo et ma cheminée. Donc ça a été une semaine bien reposante. Mais vu le bordel qu'a été la région parisienne pendant cette période neigeuse qui n'avait, ma foi, rien d'exceptionnel par rapport à ce que vivent hier, j'étais avec des amis canadiens, n'est-ce pas? Je me dis qu'il ferait peut-être bien d'embaucher quelques autistes à la mairie. Voilà. Les attentats. Qui a potassé en long et en large le guide du gouvernement sur que faire en cas d'attaque? Levez la main. Ah, il y en a une, on n'est pas foutu. Ah, 2, 3, 4. Bon, en clair, si ça attaque par là, on sort par où? Parce que moi, j'ai regardé en entrant où me cacher, par où sortir, et si ça rentre par là, je sors par là, etc. Tous les ans, je vais au feu d'artifice de la Tour Eiffel à Paris. Là, je choisis l'endroit en fonction de l'angle pour les photos, mais aussi en fonction de comment foutre le camp, s'il arrive quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai beaucoup d'amis qui viennent avec moi, parce que depuis les attentats du 14 juillet, on est extrêmement méfiants, malheureusement. La catastrophe atomique, Hiroshima, qui a pensé? Moi, si. Donc j'espère qu'ils ont des autistes au ministère de la Sécurité, là, parce que sinon on est un peu foutu. Et moi je sais, si ça pète à côté de chez moi, où aller, dans quelle direction. J'ai tous les plans possibles avec toutes les autoroutes, tous les endroits, tous les gens chez qui je peux aller en fonction de l'essence qu'il me reste, en fonction de la surface de terrain qu'ils ont pour vivre en autarcie pendant plus ou moins longtemps. Je sais quels outils j'emmène. À tout prix, ma bêche, ma pelle, mon briquet, pour pouvoir survivre un petit moment, un petit peu de bouffe, des patates à replanter, voilà quoi. Je suis très très inquiet, hein, parce qu'il y a peu de gens qui y ont pensé, et qui sait faire un massage cardiaque. On n'est pas foutu, ça va. On n'est pas foutu, mais il y a pas mal de gens qui ne savent pas en faire. Voilà. Donc parfois on est taxé de parano. Non, on n'est pas parano, on est prévoyant. Donc dans cet environnement ultra anticipé, qu'est-ce qui, bon sang, va pouvoir nous faire stresser? Mais paniquer, hein, tout ce qu'on n'a pas anticipé. Donc voici les imprévus. Donc top 1 des imprévus, voilà, un raccord de tuyau d'arrosage qui coince. J'ai travaillé 1 an dans la fonction publique territoriale dans une ville à côté de Versailles. Tous les raccords de tuyaux d'arrosage dataient de Mathusalem. Mais de Mathusalem, parce que ces merdes-là, ça doit faire au moins 20 ans qu'on s'en sert plus, elles sont plus vieilles que moi. On a tellement mieux depuis, ce clipsable, voilà. Le chef s'obstinait à garder ça. Combien de fois ai-je passé l'après-midi à essayer d'emboîter mon tuyau dans le robinet et à paniquer, et puis j'y arrive pas, et puis forcer de taper des collègues, et pas qu'ils viennent m'aider depuis l'autre bout de la ville, parce qu'ils m'avaient fixé tout un secteur à arroser, et j'arrivais simplement pas à emboîter le tuyau. Voilà, on panique. Là, je peux vous dire que c'est le gros stress. Alors après, au secours, affreux. Ça, c'est la bête noire de ma sœur. Ces trucs-là, quand il faut les ouvrir, il faut une motricité fine
pour attraper les deux languettes, les tirer assez fort. Il faut avoir beaucoup de force dans le bout des doigts pour pouvoir séparer les deux côtés, quoi. Donc c'est là qu'à l'heure du dîner, on entend ma sœur hurler « Tristan, n'arrive pas à ouvrir le truc !» D'accord, donc c'est là qu'il faut lui apprendre qu'on a des outils pour ça, une paire de ciseaux, un couteau, un truc comme ça, un cutter, ça, voilà. Mais non, elle n'a pas anticipé dans son plan. Mais dans cette situation-là, je vais chercher des ciseaux. Elle va plutôt chercher des grands frères. Au secours. Qui a déjà vu ça à l'heure? Moi pas. Moi pas, mais jamais. Donc vive le permis de conduire et on enchaîne. Parce que là, ça va me stresser. Donc voilà. On va parler très très rapidement d'emploi, autisme, le monde merveilleux de l'emploi, parce que quand on a fini nos études, on a études pour ceux qui peuvent en faire, parce que malheureusement il y a encore pas mal de personnes autistes qui sont trop lourdement handicapées pour pouvoir accéder à un niveau tel que le mien. Je le répète, moi je suis un privilégié avec mon BTS. Combien de personnes autistes n'auront jamais mon niveau? Une fois qu'on a tout ça, on a quand même à 18 ans, à 20 ans, des compétences. Elles sont soit d'ordre intellectuel, quand on a un niveau, quand on a des connaissances, soit d'ordre technique. Une personne autiste, à moins d'avoir des troubles associés, a quand même de pieds, de jambes et peut faire des choses. Comment ça se fait qu'autant de personnes autistes ne trouvent pas de boulot ou ne trouvent pas d'activité professionnelle dans ce pays? C'est une très grande question, parce que je peux vous dire qu'on en bave à l'école pendant des années, pour se retrouver chez soi ensuite, c'est quand même... moi j'appelle ça du temps perdu, bon, bref, peu importe. Donc le monde merveilleux de l'emploi, ça ce sont des diapositives qui ont été créées par mes amis Sandra Goulmont et Isabelle Leconce, qui intervenaient à mes côtés au centre de l'autisme, qui elles sont plus spécialisées dans les entreprises. Donc moi j'interviens plus dans des grands événements comme ça et dans des écoles, et donc on intervient aussi dans des entreprises. Donc quelles sont les difficultés potentiellement rencontrées par une personne Asperger avec autisme de haut niveau au travail? Les interactions sociales, la communication qui est planquée en bas, l'environnement sans sensorialité, les stimuli, je vous parlais de la clim, je vous parlais de plein de choses, le traitement de l'information, puis c'est planqué en bas, là c'est la fatigabilité. Parfois ça peut provoquer à la catastrophe. On en parlera si vous le souhaitez après, mais moi j'ai un parcours quand même un peu compliqué, parce que même si j'ai un boulot qui me plaît beaucoup maintenant, j'ai quand même perdu mon emploi l'automne dernier, parce que je ne m'entendais pas relationnellement avec mes collègues. Donc je connais aussi un petit peu bien. Donc quels sont les risques possibles d'une absence de sensibilisation du milieu professionnel, ou d'une sensi mal foutue? On a l'échec, évidemment, la personne ne va pas y arriver. Les laissés pour compte, elles se retrouvent en suradaptation, en surcharge, que ce soit sensoriel ou de travail. Ça court au burn-out et à la perte du boulot à terme. Donc c'est quand même embêtant. Et là on parle que des hauts niveaux. Les bas niveaux c'est encore plus compliqué. Donc une situation classique d'une personne qui a un stage de Master 2 durant lequel les 3 premières semaines ont été vécues très difficilement. Donc il n'y avait pas de sensibilisation de l'entreprise accueillante, donc elle était bizarre et sans plus d'explication. Ça ne marche pas. Ceux qui n'avaient, je ne sais pas trop ce qui... Alors oui, tout ce qui n'avait pas été mis en place, donc la mission n'avait pas été cadrée, les objectifs et les tâches n'avaient pas été définis, les imprévus étaient trop présents, donc il n'y avait pas assez d'anticipation, la gestion des délais ardus tout autant que les temps de pause, c'était compliqué, hein, quand on se retrouve un peu surbooké avec 20 commandes à faire en 3 jours, voilà. Mauvaise estime de soi, parce qu'on n'est pas valorisé, et une sensation d'échec. Et ça, au bout du 3e mois, on se retrouve dehors. Et puis une incapacité à gérer plusieurs projets en même temps, à faire plusieurs trucs simultanément. Et puis donc un flux d'informations à traiter en plus des stimuli trop présents. On a une attention, je dis parfois, et ça je le dis dans le film de Sophie que vous allez voir après, les personnes autistes sont plutôt monoprises. On gère une chose en même temps. Donc on va focaliser sur la vue. Là, je regarde une très belle assemblée sur des fauteuils rouges. Je vais ensuite me concentrer sur le bruit. J'entends de l'arsène,
depuis tous les bruits qu'il y a, mais je vais avoir du mal à gérer les deux informations en même temps. Quand on est dans un open space, à devoir gérer la clim, le voisin qui parle, la fille de la voisine d'à côté qui n'a pas pu aller à l'école et qui braille, et le boulot il n'est pas fait. Ou très très mal, c'est bourré de fautes d'orthographe, bourré d'imprécisions, c'est compliqué. Une personne autiste dite sévère, dans un contrat, tout ce qu'il y a de plus technique, si elle doit gérer de la tâche minutieuse qu'elle est en train de faire, en plus de l'environnement ambiant, du bruit de la machine, du bruit du collègue, des ordres du contremaître qui ne s'adressent pas forcément à lui, on va à la surcharge sensorielle et à la crise. Et moi, ça me fout les boules à chaque fois que j'entends qu'une personne autiste talentueuse a perdu son boulot pour cause de troubles du comportement, parce que je me dis, la personne, elle est talentueuse, c'est l'équipe d'accompagnement qui a merdé. Et ça merde tout le temps, malheureusement. J'ai des retours par dizaines. Donc, bon. Voilà. Et puis la fatigabilité, moi je fais partie de ces très nombreuses personnes autistes incapables de tenir un temps complet. Les 35 heures par semaine avec un rythme régulier le matin qui ne tient pas compte de ma fatigue de la veille, etc., c'est pas possible. Et ça a participé à l'échec du boulot que j'occupais à l'automne dernier. Alors quels aménagements on peut envisager pour accueillir une personne Asperger avec autisme de haut niveau ou de bas niveau? D'abord, une structure physique, une structure temporelle, une structure des activités, une structure de la tâche. On structure tout, on cadre tout. Donc quelques exemples, donc sur l'espace de travail ouvert, un bureau dédié, fixe, avec demi-cloison, voire cloison entière, voire un bureau à part, sans clim, sans fenêtre ou avec des stores aux fenêtres, un planning des activités, une représentation de la durée, donc un agenda bien tenu avec des horaires, un timer si besoin. Ça vaut pour toutes les personnes autistes, hein, quelle que soit la tâche. Hein. Le chantier il va durer de telle heure à telle heure. Prévoir une marge de retard en cas de problème, et puis voilà, la personne elle sait ce qu'elle va faire, quand elle va le faire, où elle va le faire, avec qui, et si ça change à la dernière minute, c'est des montagnes russes sensorielles, c'est des montagnes russes en termes de ressenti. Moi, dans ma deuxième nuit, j'avais une équipe très désorganisée, du genre à me dire, aujourd'hui on va aller souffler des feuilles, donc tu prends un souffleur et tu vas dans le camion là-bas. Je monte dans le camion, puis le chef a donné un autre ordre au chef d'équipe qui conduit le camion, et on part dans la mauvaise direction. Ben moi j'avais prévu d'aller souffler des feuilles, et j'avais pris le matériel nécessaire pour aller souffler des feuilles à tel endroit et pas ailleurs. Je n'avais pas pris mes gants pour aller faire du désherbage du massif de rosiers pourris, plein de crottes de chiens à l'autre bout de la ville. Ben, je peux vous dire que mes collègues m'ont entendu gueuler. Et ça a été le début de la fin, malheureusement. Donc, suite à un tout petit problème de cadrage, eh ben, on se retrouve à terre avec une personne autiste qui perd son poste quand ça se répète trop souvent, quoi. Bon, donc, structure des activités, donc on structure encore, je vous dis quand, quelle heure, combien de temps, et après, structure de la tâche, mode opératoire, étape chronologique. Quand la personne l'a intégré, on peut lui dire, ben, c'est des protocoles habituels pour aller faire tel truc, et elle va le comprendre, quoi. Les autistes avec autisme de haut niveau ou de bas niveau, peu importe, ont des capacités toujours surprenantes, un sens du détail que je vous évoquais tout à l'heure, une précision, sont toujours pourvoyeuses de nouvelles idées, elles ont une ultra compétence en lien avec leur intérêt spécifique. Il faut qu'on arrive dans ce pays enfin à valoriser les compétences des personnes autistes. C'est anormal que des personnes aussi talentueuses sur un sujet donné soient condamnées à rester errer dans leur salon toute l'année. C'est pas normal. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir valoriser tout ça pour un bénéfice réciproque, hein, parce que ça, ce sont quelques Asperger qui ont bien réussi leur carrière. Bon, eux, ce sont des privilégiés. Ils sont tous les trois millionnaires. Hein, ils font partie des plus grandes fortunes mondiales. Bill Gates, Mark Zuckerberg et J.K. Rowling, Harry Potter. J'ai toute une liste d'Asperger qui ont super bien réussi. J'en ai pas mis plus parce que malheureusement, elles ont un profil un peu comme le mien, mais on n'est pas représentatif d'autisme. Parce qu'il y a peut-être 5 ou 6% des personnes autistes dans ce pays qui ont nos capacités.
Donc nous, on est les vénards, on a ces capacités-là, bah, faisons-en profiter tout le monde, bon sang, quoi. Enfin, des personnes talentueuses qui vont pouvoir changer le monde en inventant un ordinateur, en inventant un réseau social très efficace, en inventant un bouquin qui va pouvoir passionner la jeunesse et leur redonner goût à la lecture. Allons-y. Hein. Je précise que j'ai aussi un intérêt restreint pour Harry Potter. Alors, Harry Potter 500-800 pages, je l'avais lu en une journée à 11 ans. Quand même. Donc, belle capacité de lecture à l'époque. J'ai tout perdu depuis. Malheureusement, toutes les personnes autistes n'ont pas ces capacités-là. On ne peut pas généraliser le cas de Bill Gates à ma sœur. C'est pas possible. Elle n'aura jamais le niveau intellectuel pour ça. Mais il y a quand même des initiatives très intéressantes, comme les autres Pont-Scorff, qui est en Bretagne, vive la Bretagne, ou encore plus intéressant, le projet Andros. Donc vous avez peut-être entendu parler. J'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai pas pu discuter avec lui, mais de rencontrer et d'écouter le porteur du projet Andros au salon de l'autisme. Je peux vous dire que les jeunes qui l'emploient, ce ne sont pas des Asperger. Ce sont des autistes sévères, le boulot est adapté, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est structuré, il y a de l'accompagnement à côté, et ils sont hyper productifs. Parce que pour qu'une entreprise comme Andros accepte d'employer du monde, il faut quand même que ça fonctionne. Une entreprise ne tourne jamais à perte. Mais quand on valorise les compétences, qu'elles soient intellectuelles ou techniques, des personnes autistes, on arrive toujours à en tirer un bénéfice. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à faire comprendre, alors que pourtant, c'est un projet qui est absolument phare. On va parler un peu d'emploi, parce que, bon, je vous ai dit, j'ai participé aux concertations du plan Autisme 4, et ça sera ma conclusion, la partie emploi, là. Ça fait partie des sujets que j'ai abordés très fréquemment durant le plan 4 avec l'accès aux soins somatiques, parce que j'ai atterri dans le groupe qui était consacré au diagnostic, à l'éducation thérapeutique, à l'accès aux soins, à l'accompagnement des familles, entre autres. Donc, que des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai énormément témoigné sur la question de l'emploi, même si ce n'était pas beaucoup mon groupe, mais mes copains qui étaient dans d'autres groupes ont beaucoup relayé aussi. Quand on parle d'emploi de personnes handicapées en France, il y a deux choses qu'il faut reconnaître. C'est la RQTH, la reconnaissance de la qualité de personnes handicapées, et l'AAH, c'est l'allocation de lutte handicapée. La RQTH, c'est la reconnaissance qu'on vous donne, quand vous êtes en situation de handicap, qui donne droit à l'entreprise à plusieurs aides pour vos employés. Des aides qui malheureusement ne pèsent pas bien lourd. Il y a plutôt des pénalités, ce qu'on appelle des pénalités AGFIP, qui sont infligées aux entreprises qui n'ont pas un certain quota de personnes porteurs de leur QTH. Et là, l'AAH, c'est le minimum vital qu'on vous donne quand vous êtes en incapacité de travailler. 819 € par mois, je peux vous dire qu'en région parisienne, c'est même pas le loyer d'un studio. Donc une des conditions d'attribution, c'est d'avoir ce qu'on appelle une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est-à-dire que notre handicap nous empêche d'avoir une activité professionnelle, tout simplement. Alors, il y a un nouveau décret qui est sorti il y a quelques années, qui est sorti en 2011, il a été reconfirmé en 2014, je crois, qui dit, on va le lire ensemble, sont compatibles avec les reconnaissances d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation résulte exclusivement des effets du handicap. Ça veut dire que pour avoir l'AAH, on est forcé de travailler moins d'un mi-temps. Moins d'un mi-temps, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Et les contrats qu'on trouve, généralement, sont des contrats aidés, souvent très très sous-qualifiés, à 20 heures semaine, parce que c'est le standard des contrats aidés, et en dessous on ne fait pas grand-chose, quoi. Sauf que, si on fait notre petit calcul, si ça veut bien venir, le montant du SMIC net au 1er janvier, c'est 1170 €. Si on rapporte ça à 20 heures semaine, ça fait 668 €. Il y a un petit problème quand même dans les montants. Ah, ça c'est décalé. C'est qu'on gagne moins en travaillant qu'en ne travaillant pas. Parce que dès lors que vous avez prouvé vos capacités à travailler un mi-temps,
la MDPH vous dit, écoutez monsieur, vous n'avez pas de restriction substantielle d'accès à l'emploi, parce que vous avez prouvé vos capacités à travailler à mi-temps, donc on vous sucre vos allocations. Et vous vous retrouvez avec moins que le minimum de la AH. Savoir qu'un temps de travail à mi-temps comme ça est insuffisant pour avoir droit aux aides de la sécurité sociale en cas de pépin. Donc malheureusement, durant mon année dans la fonction publique, je me suis pété la jambe. Je me suis retrouvé sans ressources parce que j'ai eu 3 mois d'arrêt. Je me suis fait une très grave entorse. Donc malheureusement 3 mois d'arrêt où j'ai rien touché parce que 20 heures ne suffisent même pas à générer des droits pour des allocations de maintien de salaire. Et quand j'ai perdu mon emploi au mois de novembre, je peux vous dire que Pôle emploi, avec un salaire pareil, le montant d'allocation est calculé sur le salaire des 2 années précédentes, avec un salaire pareil, ça ne va pas chercher loin. Donc quand la voiture meurt dans ce contexte-là, on a intérêt à avoir de l'épargne. Ma situation n'est pas du tout isolée. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'elle touche aussi bien les personnes au niveau que bas niveau qui souhaitent travailler un petit peu, parce que ça apporte quand même beaucoup de travailler au niveau social, au niveau relationnel, mais qui malheureusement renoncent à travailler, parce que malheureusement on ne peut pas se permettre de perdre 200 € de revenus par an, quoi. Par mois, ce qui fait 1200 par an, un peu plus, hein, ce qui est quand même beaucoup. 1200, enfin, je peux vous dire que quand on se retrouve à manger avec ça, 1200, ça fait vite la différence hein, quand on entretient une voiture avec ce prix-là. Donc malheureusement, voilà quoi. La situation financière des personnes autistes et plus largement handicapées dans ce pays est une véritable honte. Aussi bien ceux qui ont un bon niveau de fonctionnement et qui travaillent, aussi bien ceux qui travaillent en milieu protégé. J'ai encore eu des témoignages cette semaine de jeunes qui travaillent en ESAT, un boulot intéressant, mais qui eux travaillent 35 heures. Donc eux ils se lèvent le matin, ils sont à plein temps, ils prennent leur taxi, ils vont au boulot, et ils font l'effort de faire le boulot, hein, et à qui on donne moins de 1000 € par mois, allocation inclus. Donc eux, ils ont droit à la prime d'activité que on entend des bruits comme quoi elle serait réduite, hein, et ils ont droit à un petit peu d'AAH pour cumuler. Donc en bossant à temps plein, ils gagnent moins que 1000 € par mois. C'est quand même minable. Hein. Et plus minable encore, c'est mes nombreux amis qui ne sont pas autonomes en tant qu'adultes et résident dans des foyers de vie, donc dans des foyers, dans des femmes, des masses, etc., qui touchent donc la AH, parce que leur handicap le justifie, hein, mais le foyer prélève 80% de l'allocation au titre des frais de fonctionnement, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Donc si on fait un prorata, j'ai pas écrit au tableau, mais 800 € par mois, 80% de moins, ça vous laisse moins de 100 € par mois pour vous acheter des fringues. Ça veut dire que les personnes handicapées qui sont institutionnalisées sont à vie dépendantes de leurs proches, de leurs parents tant qu'ils sont là, puis de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs neveux, de leurs enfants quand ils en ont. Donc c'est un quotidien bien joyeux, d'autant que, comme je répète parfois, ce sont des humains avant tout, donc ils ont légitimement le droit d'avoir un téléphone, un ordinateur, des vêtements qui ne soient pas complètement troués, recousus, resapés, mais c'est la famille qui paye tout, quoi. Donc on va conclure avec cette jolie phrase de Jean-Jacques Goldman, qui est mon chanteur préféré. Donc je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance, on ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. C'est un peu une métaphore de comment on peut valoriser les difficultés, les différences, les particularités pour en faire quelque chose de positif. Et ça, au lieu de laisser macérer des personnes différentes dans leur coin, sans rien faire. Je vais vous laisser tranquille un petit peu. Si vous avez quelques questions, on peut faire un petit échange rapide avant une petite pause et de lancer le film. Alors, on va faire un petit présentation. Quand tu parlais juste de Harry Potter tout à l'heure, tu disais, comme tu avais lu le 5e tome très vite, et puis tu disais, malheureusement j'ai perdu la panoplie.
J'ai perdu. Ah, chouette. Oui. Tu disais, malheureusement, j'ai perdu depuis, mais j'ai perdu quoi? La faculté de lire vite, enfin bon. La faculté de lire vite. Comment tu expliques pourquoi? À l'époque, on avait beaucoup moins Internet. Ouais. Et je suis beaucoup plus, 10 ans d'omniprésence. J'ai des amis qui disent que mon smartphone est le prolongement de ma main. Donc je crois que 10 ans d'omniprésence des écrans dans ma vie ont peut-être un peu pourri mes capacités de concentration longtemps sans le papier. J'ai beau avoir des capacités, je suis un petit peu rattrapé par des virus qui touchent tous les jeunes d'aujourd'hui. Alors, moi j'en ai une, puisque vous parliez des écrans. Oui, les écrans. Oui, vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que les écrans sont vraiment mauvais pour les enfants autistes? Ou est-ce que ça peut apporter quelque chose Je vais démolir tout de suite le mythe qui tourne depuis un petit moment. L'autisme est un trouble neurologique. L'autisme apparaît avant la naissance. On est autiste, on ne le devient pas. Donc c'est pas la peine de tenter des régimes. Ça c'est bien précisé dans le film que vous allez voir après. Ni le gluten, ni la caséine, ni les écrans, ni les vaccins, ni quoi que ce soit n'ont démontré une quelconque cause sur l'autisme à ce jour. N'en déplaise à certains médecins PMI de l'Essonne qui racontent n'importe quoi. Donc, en ce qui concerne les... je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête. Donc, les écrans peuvent apporter beaucoup. Je pense qu'on ne va pas jeter à la poubelle les bénéfices qu'ont eu les iPads, par exemple, dans notre quotidien, où on est passé d'une lointaine époque avec nos petites bandes PEX et nos pictogrammes accrochés sur le mur à des supports beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus efficaces et qui parlent beaucoup plus. Après, je ne rentrerai pas dans le débat parce que je ne suis pas médecin sur la surexposition de l'écran, mais l'enjeu est le même pour les personnes autistes ou non autistes. Je la laisse. Quel conseil pourriez-vous donner à mon fils qui a bientôt 16 ans, dans 3 mois, et qui souhaite se déscolariser? La question c'est pourquoi il souhaite se déscolariser. Je vais me remettre sur un côté pour que j'ai une lumière en face. Sauf que je ne peux pas lui passer le micro. Non mais la question c'est d'étudier la cause. On n'est pas face... voilà. Moi je suis un petit peu nuancé sur la scolarisation, que certains disent il faut maintenir la scolarisation à tout prix. Ça dépend de la personne, ça dépend du jeune. Et il y a peut-être aussi des aménagements scolaires à créer. La question c'est pourquoi il ne souhaite plus aller à l'école. Est-ce que c'est parce qu'il y est harcelé? Est-ce que c'est parce qu'il y est mal à l'aise? Est-ce que c'est parce que ça n'intéresse pas et qu'il faut changer de filière? Alors on peut pas, moi je ne peux pas deviner. Si c'est parce qu'il est harcelé, il faut peut-être changer d'école. Si c'est parce que ça ne l'intéresse pas, il faut peut-être changer de filière, en prendre une qui ne l'intéresse plus, qui l'intéresse plus. Si c'est parce qu'il est trop fatigué, il y a peut-être des choix à faire. Virer un cours de sport par là, ou un cours pourri qui... je sais pas, on peut toujours trouver des trucs. Moi, ma scolarité a été très longtemps adaptée. Et honnêtement, sans les adaptations que j'ai eues à partir du collège, je n'aurais pas le niveau que j'ai actuellement. Que j'étais tellement en surcharge sensorielle dans ma salle de classe que je n'enregistrais pas le contenu de la journée. J'ai la chance d'avoir 2 parents enseignants qui m'ont tout appris. Donc en plus des 8 heures de cours par jour, je me tapais 4 ou 5 heures de cours par soir pour reprendre le contenu de la journée. Avec une fatigabilité accrue, c'est vite devenu impossible quand on arrive au collège, donc il a fallu faire des choix. Et les choix, on les a vite faits, et je veux dire, ça m'a sauvé ma scolarité. Donc ça demande une réflexion assez poussée sur la cause du problème, parce qu'on ne peut pas solutionner un problème sans reconnaître la cause. Oui. Je suis heureux que vous ayez abordé le problème de la scolarité.
Manifestement, vous avez bénéficié justement d'une scolarité adaptée, la chance d'avoir des parents enseignants, des conditions qui vous ont permis de progresser et d'avancer à peu près normalement dans vos études. Le mieux possible. Voilà. Je voulais savoir, justement, de quoi avez-vous bénéficié pour apprendre ne serait-ce qu'à lire ou à compter? Est-ce que vous avez bénéficié de l'école normale, de la procédure normale, telle qu'on apprend aux enfants, ou est-ce que vous aviez bénéficié d'une méthode spécifique? Alors moi, j'ai bénéficié de la méthode qu'on apprenait aux enfants. Après, la méthode change en fonction des enseignants. Donc pour la lecture, moi j'avais une prof, une maîtresse qui était pour la méthode semi-globale. Voilà, moi je suis pour les méthodes qui ne sont pas globales, parce que pour mon frère et ma soeur, ils ont essayé la méthode globale, ça veut dire directement des mots, voilà. Et quand on ne sait pas déchiffrer les lettres, comment est-ce qu'on peut déchiffrer un mot? Ça c'est que mon avis. Surtout en termes de lecture, moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir ma mère elle est prof de physique en classe prépa, mais qui est quand même très pédagogue, et de pouvoir reprendre les acquis de la lecture au calme le soir pour apprendre ça bien comme il faut. Après, il y a plein de méthodes adaptées qui existent pour l'apprentissage de la lecture en utilisant des méthodes Beck, Stitch et Montessori. Mais pour ça, je ne suis pas thérapeute, donc je préfère ne pas vous donner dire de bêtises. Non, mais je m'excuse. Pour tout ce qui est question plus sur l'accompagnement, je vous renverrai vers des assos locales. Non, c'est parce que je suis le père d'une enfant handicapée, avec des tendances autistiques depuis la naissance. Bon, elle a toujours intégré, elle a intégré une scolarité plus ou moins adaptée pour des enfants de ce cas-là. Elle a réussi, avec bien des difficultés, à, je dirais, réciter l'alphabet, c'est-à-dire à reconnaître les lettres. Elle n'a jamais réussi à pouvoir apprendre à lire, sinon à apprendre à lire par cœur. C'est-à-dire qu'elle photographiait un texte, elle était capable de pouvoir nous lire, on y représentait le lendemain, elle n'était pas capable de trouver le mot alors qu'elle nous avait récité le texte la veille. Vous voyez, le genre de symptôme en fait. Et elle n'a jamais réussi à apprendre à lire. Puis il y a aussi une différence entre savoir déchiffrer et savoir lire aussi. Oui, mais c'est ça. Ma soeur, ma mère a mis 10 ans à lui apprendre à lire. Elle déchiffre tout et n'importe quoi, mais elle ne comprend pas forcément le sens du mot derrière. Oui, mais c'est ça. C'est qu'elle photographiait le mot, vous lui mettiez le mot dans un sens différent dans la phrase, elle ne le retrouvait pas. Tout à fait. Je connais bien. Alors, il y a une question devant, à moins qu'il y en avait d'autres derrière. Il y en avait une par là, il me semble, au milieu. Mémoire du détail. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander... je suis pas tellement d'accord avec l'approche neurotypique, etc. Je trouve ça... Je sais pas comment dire. Enfin, vous faites ça, c'est par rapport à une norme. Il y a des typiques et des atypiques. Et quelle est cette norme? Qui décide de la norme? C'est une vraie réflexion philosophique. Donc on peut lancer le débat, mais je pense qu'on en a pour la nuit. En fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de norme. Il y a une norme, il y a des comportements standards qui sont utilisés par la majorité de la société. Et le fait, c'est quand on diffère de ces comportements-là, on est mis à l'écart. Mais... Bien sûr, mais vous venez de faire une conférence enfin, vous avez rapporté tous les clichés là-dessus, sans prendre en compte le fait que chaque personne est singulière, que chaque enfant autiste ou personne autiste est singulière, et vous avez grossi les clichés parfois. Vous pouvez donner un exemple pour que je visualise? Je sais pas, dire que tous les autistes détestent le rouge. Enfin, moi j'ai travaillé avec des enfants autistes. J'ai bien précisé que ma couleur préférée est le rouge. Oui. Ce sont des symptômes récurrents.
Ce sont des symptômes que l'on constate récurremment. Après, c'est vrai que j'ai omis de préciser qu'on ne connaît pas l'autisme en connaissant une personne autiste. Parce qu'on a un spectre qui est extrêmement hétérogène et étendu. Je ne suis pas représentatif. Mon frère et ma sœur ne sont pas représentatifs. Et toutes les personnes autistes que vous pourrez rencontrer ne sont pas représentatives. Il faut en connaître beaucoup pour avoir une idée un peu globale. Et je dirais que l'autisme est un trouble tellement complexe que les difficultés que l'on rencontre régulièrement vont pouvoir se manifester de plein de manières différentes en fonction des personnes, de leur goût, de leur sensorialité. Voilà. Effectivement, on ne peut pas partir de l'autisme avec des clichés, avec des standards. Moi, ce que j'essaie, c'est de vous donner des exemples pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Et effectivement, ne partez pas ce soir en pensant tout connaître de l'autisme. Parce qu'à moins d'avoir vécu pendant 20 ans, 30 ans avec 30 personnes autistes, ça n'est pas le cas. Moi, je fais partie d'une minorité de personnes autistes qui peuvent exprimer ça. Mon frère et ma sœur ne peuvent pas faire ce que je fais devant vous. C'est simplement pas possible. Et ça, on a un débat qui est extrêmement intéressant sur le sujet, sur la représentativité de l'autisme, sur comment on peut arriver à représenter l'autisme de manière, on va dire, à peu près adéquate. Mais c'est pas la peine de chercher une personne représentative parce qu'il n'en existe pas. Moi, on a eu ce débat-là pendant très très longtemps, notamment auprès des médias, parce qu'on est parfois aussi dérangé par les discours de certains représentants qui sont très médiatisés, dans lesquels on ne se reconnaît pas, voire qui racontent des choses qui ne s'appliquent pas à la majorité de la cause. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que chacun témoigne, c'est très bien. Moi, ce que j'essaye de faire, et c'est mon choix, c'est de cumuler l'expérience de mon réseau, qui est large, mais qui n'est pas exhaustif, et de m'en servir pour donner un aperçu, qui ne peut pas être exhaustif, parce que ça n'est pas possible. Et j'en suis vraiment désolé, parce qu'effectivement, je suppose que vous vivez avec des personnes autistes ou vous en côtoyez, qui sont différentes, c'est un fait, ils le resteront. Maintenant, je vous invite vous aussi à témoigner pour enrichir le vivier Mais moi je pense que c'est justement ça le problème, c'est que les gens les considèrent comme des personnes différentes. Si tout le monde se dit que pourquoi cette personne est plus différente que moi, enfin, ça tient pas la route. Je suis désolée, mais ça tient pas la route. Je comprends pas vraiment votre réflexion là, parce que... ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un se dit cet enfant est différent, il faut essayer de faire en sorte qu'il ait des comportements adaptés, etc. On se pose pas la question de pourquoi il réagit comme ça face à cette situation. Et c'est ça qui est important. Vous posez la question de la suradaptation et de la volonté d'apprendre aux personnes autistes. Il faut suivre la personne dans ce qu'elle met en place et la soutenir. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, plutôt que d'essayer de ramener vers une norme supposée par on ne sait qui. J'ai pas dit le contraire. Et de toute manière, les accompagnements de qualité, tels qu'on les définit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément respectés d'ailleurs, vise d'abord à comprendre la personne autiste, à se demander pourquoi elle a ce comportement qui diffère des standards, parce qu'une personne autiste fasse du flapping et des stéréotypies, c'est en aucun cas en lui interdisant d'en faire qu'on va l'aider, c'est plutôt en mettant en place un accompagnement pour la décharger sensoriellement là-dessus, ou en la laissant en faire, mais dans un cadre structuré, on va l'aider. Après, moi je déplore que la société ne soit pas plus ouverte et plus tolérante. Si on pouvait être intégré au milieu de tout le monde sans avoir à faire autant d'efforts, on le ferait. Et ça serait même salvateur. Mais malheureusement, c'est tout le combat
de ce que je fais avec un autiste, parce que moi je ne suis pas un professionnel de l'accompagnement ou de la prise en charge, je suis une personne autiste. Je viens expliquer aux gens que oui, on est un peu différents, que parfois ça se voit, et qu'on n'est pas des fous ou des cons pour autant, et que ce n'est pas la peine, que ça servira à rien de nous mettre à l'écart. Et tout le combat de ce qu'on fait avec Adotis, c'est qu'à terme, on puisse dire aux gens, regardez, nous on fait énormément d'efforts d'adaptation pour être au milieu de vous. Maintenant, c'est aussi à vous d'en faire pour qu'on puisse, pour nous intégrer. Parce qu'effectivement, on ne peut pas devenir le modèle d'un neurotypique. La perfection n'existe pas, et heureusement d'ailleurs. Et j'avais juste une dernière remarque, c'est que vous dites que l'autiste, c'est avéré que c'est au niveau cérébral que ça vient par là. C'est un trouble neurodéveloppemental. Mais en fait, personne n'a dit que... aucun expert n'a affirmé cela. Bah, vous allez voir nos mais je travaille... Après, ils sont 5. Ouais, 5 dans le monde, super. Ouais, bah, mais je travaille sur l'autisme et j'ai lu pas mal de documents et il y a plein d'experts qui disent qu'on peut pas moi, dire ça. Écoutez, moi je ne fais que me conformer à tous les experts que j'ai rencontrés. J'ai tourné un film avec le docteur Demonnier, avec Thomas Bourgeron qui est généticien, et qui, on pourra en redébattre après le film si vous voulez. Attention, il y a une grosse nuance. On sait qu'il y a le trouble neurodéveloppemental, on ne connaît pas les causes encore. Donc, pourquoi une personne est autiste ou ne l'est pas, à quelle substance on peut éventuellement imputer ça, on ne le sait pas encore. Ça, c'est en revanche, tout reste à découvrir. L'objectif de découvrir, c'est pas d'assouvir la curiosité de tout le monde. C'est vraiment après de pouvoir mettre en place un accompagnement encore plus efficace. Oui, monsieur, bonjour. Bonsoir. Donc, juste pour rebondir sur les deux dernières interventions, elles sont intéressantes. L'une concernant votre fils qui est en difficulté d'apprentissage, donc dans une école, l'intégration ne parvient pas à lui apprendre. Et vous avez parlé de normes. Est-ce que les autistes doivent revenir à la norme ou est-ce que c'est le monde qui doit s'adapter? Je crois que les deux sont vrais. Exactement. Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect inclusion. Je ne suis personnellement pas convaincu du tout que l'inclusion soit nécessaire, ni impérative, ni utile pour tout le monde, mais l'inclusion est quand même souhaitable. Donc par l'inclusion, c'est-à-dire que l'on s'adapte à la nature de l'autisme. Vous avez dit un mot, est-ce qu'il y a des standards? Le standard ou les normes? Non, il n'y a pas de normes. Ce sont simplement des natures différentes. L'autiste a une nature qui est complètement différente de la nôtre, il vous l'a expliqué, il ne réagit pas de la même manière, il ne voit pas, n'entend pas, ne comprend pas la même chose que nous. Je suis le grand-père d'un autiste, je suis un professionnel de l'autisme depuis 12 ans, pour en avoir vu des quantités, je commence à comprendre comment ces autres enfants fonctionnent, adultes ou enfants. Donc les deux sont vrais. Il est donc vrai qu'on peut essayer de les accompagner, de les inclure et de leur faciliter la tâche, comme vous l'avez dit. Prévisibilité, régularité, etc., etc. Ça, c'est tout à fait vrai. La deuxième chose, et l'autre, le revers est vrai, c'est que l'on peut aussi remédier, dans une certaine mesure, à ces problèmes sensoriels ou de réactifs innés chez l'enfant, ou chez l'enfant depuis sa naissance, dès sa naissance. On peut très bien y remédier. Il existe des techniques, des savoir-faire qu'on appelle de rééquilibrage sensoriel, par exemple, que l'on peut pratiquer. Et là, il y a des organismes qui ont des expériences réussies dans ce genre de domaine-là. Voilà. Donc je voulais dire que les deux sont tout à fait complémentaires et que c'est un peu une espèce de conclusion, c'est que ce qui se passe en ce moment en France est enfin un retour vers une certaine une reprise de l'évolution qui a été interrompue pendant très longtemps. La France a quand même pas mal de dizaines d'années de retard. 50 ans. Oui, en gros, 30 à 50. 50. Depuis Bettelheim. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup pour votre intervention qui résume un petit peu ce que je n'arrive pas forcément à verbaliser, quoi.
Et enfin, sur l'inclusion, je me permets juste de... Merci. Je me permets juste d'insister encore une fois sur l'hétérogénéité et la complexité du spectre de l'autisme. Parce que j'ai parfois des parents qui viennent me voir, comme vous, madame, au sujet de votre fils, disant, à votre avis, est-ce que l'inclusion scolaire, est-ce que maintenir de force mon gamin autiste à l'école est souhaitable? Quand la personne, quand le gamin est autiste sévère et que c'est une torture pour lui, voilà, je pense que tout doit être adapté à la personne. L'inclusion scolaire, c'est important, c'est indispensable, mais il y a des profils avec lesquels on n'y arrive pas encore. Donc tout doit dépendre de la personne, et c'est pour ça que quelque part, ne me prenez pas ni pour un spécialiste ni pour un expert. Moi, je fais un témoignage, parce que malheureusement, on est tous différents, et ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour un autre. Et le résultat, au final, après même 20 ans d'accompagnement et stimulation, est assez injuste, parce qu'il y a des personnes comme moi qui arrivent à avoir un handicap inexistant ou très faible et des très grandes capacités. Il y a malheureusement des parents qui sont dans le désarroi avec leurs adultes qui végètent en centre d'accueil parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver à les faire progresser plus, quoi. Donc l'avenir, c'est celle de pouvoir aider tout le monde. Enfin. Objectif, en tout cas.